ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN. We believe it's a very important step for the whole world to fight COVID. Un premier vaccin contre la COVID-19. La rentrée scolaire dans les Premières Nations, comment ça se déroule en pleine pandémie? On a peine à trouver des enseignants, donc on a assoupli pas mal les mesures par rapport à ça. Un chef Mohawk respecté s'éteint à 70 ans. Le temps est venu de passer à l'action. C'est ce que nous allons faire avec leur appui. Et le racisme systémique, qu'en pense la population québécoise? Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans une première mondiale, la Russie dit avoir développé un vaccin pour immuniser les personnes contre la COVID-19. Le président Vladimir Poutine dit qu'ils seront prêts à commencer la production de masques dès septembre. Le vaccin sera vendu sous le nom de marque Sputnik. Des médecins russes ont testé des douzaines de sujets sur une période de 8 semaines. La Russie doit encore dévoiler des informations sur l'efficacité du vaccin. Mais Poutine insiste qu'il est sécurisé et réclame que sa fille a déjà reçu 2 doses. Par comparaison, d'autres pays testent des vaccins sur des milliers de personnes, sur une période de plusieurs mois. Les scientifiques internationaux sont inquiets par la rapidité du développement du vaccin. Does it work? Is it effective? Does it cause side effects? And if you prematurely release a vaccine without testing for it, the problem is that if there are serious side effects, then people are going to not want to use the vaccine. Les enfants de partout au pays se préparent à retourner à l'école. Et les provinces ont commencé à publier leurs plans de retour en milieu scolaire. Ces plans varient entre les cours en classe à temps plein, les cours en ligne et les approches hybrides. La rentrée des écoles est en cours présentement partout dans la province. Selon le premier ministre François Legault, il est crucial que les élèves puissent retourner à l'école cet automne. Ils doivent se remettre à apprendre de nouvelles choses, revoir leurs amis, leurs profs et pouvoir recommencer à socialiser, à se développer. Bref, à vivre. Mais les Premières Nations ne sont pas tous d'accord. Même si les enfants aux alentours de Montréal ont déjà commencé leurs cours, la communauté Mohawk de Kahnawake, à toute proximité, a décidé de reporter la rentrée pour quelques semaines. Mais les communautés Cri disent qu'ils ont un plan pour la réouverture, même dans le pire cas d'une deuxième vague. Kimberly Keane est directrice des opérations scolaires de la Commission scolaire CRI du Québec. Elle a affirmé que puisque la nation CRI n'a pas de cas de COVID-19, les enfants retourneront à l'école. Mais d'autres options pourraient être envisagées si la situation changeait. Elle a indiqué que le port du masque ne sera pas obligatoire. Les classes compteront au plus 15 élèves. And keeping the group stable. That was the main aspect that our public health authority told us, was to keep our students in the same room as much as possible and only have the teacher changing. Du côté des Atikamekw, Annette Dubé, directrice des services éducatifs à Manawan, dit avoir reporté d'1 semaine la rentrée pour des raisons de non-réception des équipements sanitaires. On a prévu des masques, des visières. Puis on a commandé aussi des panneaux plexiglas qui sont très coûteux puis qui sont très difficiles à trouver. Puis on a commandé aussi des pastilles, comme des autocollants qu'on met sur le plancher pour que les élèves sachent où passer. Puis on est en attente aussi de commandes pour des, on appelle ça des lavabos portatifs. Pour le secondaire, 70% des enseignants sont de l'extérieur. Le recrutement des enseignants est difficile dans cette communauté qui est éloignée. C'est sûr que les obliger à faire des choses contre leur gré, alors qu'on a peine à trouver des enseignants. Donc, on a assoupli pas mal les mesures par rapport à ça. Selon Dubé, le test est plutôt recommandé et non obligatoire pour accéder à la communauté. Pour les Inuits de Uashat-Makmaliutenam, Vicky Lelièvre,
directrice du secteur de l'éducation, la rentrée est le 31 août. Mais le LIEF dit qu'ils sont en rentrée active pour consolider les acquis, action que les parents ont soutenue dans un sondage que ITUM a transmis. Nous avons déjà fait une première rentrée scolaire du 6 au 26 août pour finaliser les apprentissages des élèves pour l'année scolaire 2019-2020. Chez les Anishinaabe, Jovet Kistabish, directrice de l'éducation à Picogan, dit que la rentrée débute le 20 août. Kistabish avise qu'ils vont suivre toutes les directives de la santé publique. Kistabish dit que les enfants se sont très bien adaptés à toutes ces mesures et l'ont démontré au printemps à la réouverture des classes. Des fois, mettons, un adulte passait peut-être pas allait pas dans la bonne direction, puis là, l'élève le regardait en voulant dire « t'es pas correct ». Mais les enfants se sont adaptés tellement facilement. Là, c'est plus facile avec des enfants qu'avec les adultes. Autour de la province, les enfants sembleraient-ils être les gardiens de ces nouvelles mesures. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le gouvernement fédéral a annoncé 24,6 millions de dollars en financement supplémentaire pour les organisations urbaines autochtones à travers le Canada. 13 organisations autochtones au Québec, incluant le Centre d'amitié autochtone, le Refuge des femmes autochtones et Projet autochtone du Québec, partageront 2,8 millions de dollars supplémentaires pour continuer leurs projets reliés à la pandémie. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Le grand chef de la communauté Mohawk de Kahnawake est décédé vendredi à l'âge de 70 ans. Norton était la tête dirigeante de la communauté pendant plus de 30 ans. Il a commencé comme membre du conseil de bande de Kahnawake en 1978 et a été nommé grand chef en 1980. Les bureaux du conseil Mohawk seront fermés pendant 3 jours dans un geste de respect. Dans une déclaration, Ghislain Picard, chef de la PNQL, a dit « Nous perdons un grand leader dans la sagesse, continuera de nous inspirer tous et toutes. » Selon une nouvelle enquête, un nombre important de Québécois non autochtones affirment que le racisme systémique est un problème réel. Voilà qui est une nouvelle motivante pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, à mesure que ses membres travaillent sur leur propre plan d'action pour lutter contre le problème. Un reportage de Lindsay Richardson. Étant fatigués d'attendre que le Québec s'attaque au racisme systémique, les dirigeants autochtones ont déclaré qu'ils allaient maintenant prendre les choses en main eux-mêmes. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador développe son propre plan de lutte au racisme et à la discrimination vécue par les Premières Nations. Ghislain Picard soutient que le groupe d'action contre le racisme mis en place pour la province manque de crédibilité. À ce sujet, M. Legault a promis un plan d'action d'ici 2021. Cependant, malgré le fait que plusieurs rapports ont déjà été publiés, chef Picard propose à l'APNQL d'élaborer son propre plan d'ici la fin du mois de septembre. Pourquoi revenir sur des solutions qui ont déjà été proposées? Nous, on dit, bon, la meilleure chose à faire, éviter de perdre du temps, d'en gaspiller, c'est d'aller de l'avant avec notre propre processus. C'est ce que nous proposons aujourd'hui. Une étude récente mandatée par l'APNQL auprès des Québécois non autochtones a révélé que 9 personnes sur 10 estiment que le Québec a un rôle important à jouer dans l'entretien d'une bonne relation avec les Premières Nations. En outre, 92 % des répondants ont reconnu que les Premières Nations et les Inuits sont victimes de racisme. Plus de 80 % des Québécois croient que le premier ministre devrait en faire davantage. I disagree with the definition of systemic racism. Par le passé, François Legault a déjà questionné l'existence du racisme systémique.
Or, la majorité des répondants de l'enquête de la PNQL indiquent qu'il existe bel et bien. Les personnes qui ont adopté le Québec comme lieu de résidence sont beaucoup plus sensibles que la majorité québécoise au racisme et aux discriminations vécues par les Premières Nations. Les résultats de cette étude brossent un tableau convaincant de la situation au Québec en 2020. La moitié des personnes interrogées admettent qu'ils connaissent peu ou pas de tout les enjeux qui concernent les Premières Nations, mais elles voient leur relation avec le gouvernement comme étant mauvaise. Parmi les enjeux précis dont les répondants sont le plus conscients, on compte l'échec scolaire, le décrochage et le niveau élevé du taux de suicide. Les résidents de Montréal ont signalé avoir une opinion particulièrement négative du traitement de la population autochtone urbaine par la police. La majorité des répondants estiment que le Québec peut commencer à s'attaquer au racisme systémique en apportant au moins un changement à la façon dont la matière liée aux Autochtones est enseignée à l'école. Le racisme et les discriminations, c'est toute la société qui est interpellée. Donc, c'est loin là, des idéologies partisanes. Le Québec n'a pas encore répondu au plan de la PNQL. Chef Picard s'est dit motivé par les résultats de l'enquête et indique que le gouvernement ira de l'avant, qu'il ait ou non l'appui de la province. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Legault n'a pas réagi directement à l'annonce de Picard. Mais lors de sa tournée du nord du Québec la semaine dernière, il avait cela à dire sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il faut être prudent pour ce qui est de la protection du territoire avec la Déclaration des Nations unies. Oui, sur les principes, mais on ne voudrait pas non plus qu'on se retrouve dans une situation où on donnerait un droit de veto sur tous les projets économiques au Québec ou sur plusieurs projets économiques au Québec. Là. Donc, oui, pour travailler ensemble, non pour donner un droit de veto. Au retour, on vous parle de l'occupation des Six Nations de Grand River depuis 3 semaines. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les défenseurs des terres se rassemblent de nouveau sur un chantier de construction contesté à Caledonia, aux confins des terres de réserve des Six Nations. La police provinciale de l'Ontario a obtenu une injonction judiciaire et a arrêté 9 personnes la semaine dernière. Le conseil de bande des Six Nations a conclu une entente privée avec la société responsable du projet de logement, en vertu de laquelle les membres du conseil ont convenu de ne pas nuire à la progression du projet et d'appuyer la cessation de toute activité visant à le retarder. Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, le premier ministre et le gouverneur général ont tous été invités à rencontrer les défendeurs des terres. Le chef Mark Hill a abordé la question des manifestations dans un message vidéo. Mais ceux qui sont sur la ligne de front soutiennent qu'ils ne pensent qu'aux générations futures. I have been pleased to see the willingness of everyone to engage on this issue with an open mind, and I encourage all sides and each and every person involved to carefully consider the actions they take and the impacts those actions will have on this situation. We want to be clear that we do not support any actions that would lead to violence and destruction. They're the reason why we're doing it. Our grandmothers and our grandfathers fought for the same reasons, and we're the next generation, and so are our babies. They're not going to back down. They're going to see us lead the way, and I'm proud to have my daughter here with me today. Après avoir fait l'acquisition d'une collection de photos et de sculptures inuites en os lors d'une vente aux enchères, une universitaire d'Edmonton espère les rendre aux familles et aux communautés du Labrador à leur juste place. Un reportage d'Alena McDougall. So these are a couple of the little tiny figures. You can see how small they are. Valérie Hennetuck et son mari ont beaucoup acheté lors d'une vente aux enchères. Ils croient que leurs acquisitions pourraient intéresser une famille inuite ou un centre culturel au Labrador. Parmi les objets, on compte des photos d'individus.
the descendants of these individuals would presumably love to have these original photos. They're a little damaged, as I said. They're not in great condition, but they are the original photos from that time. And somebody would love to be able to identify their great-grandmother or those sort of things. Il n'y a pas de nom sur les photos, à l'exception de celui de John Golby, qui, selon Mme Hennetuck, était un missionnaire morave de 1905 ou de 1906, résidant à Hopedale, ville située sur la côte labradorienne au Nunavut. Les personnes sur les autres photos ne sont pas identifiées. Say, for example, this is a particularly beautiful one of this young woman, and it just says wedding dress on the back. So no indication of who she is or specifically when it might have been taken. Madame Hennetuck espère que toute personne qui en saura sur ces objets communiquera avec elle, et les objets pourront ainsi être retournés aux familles. Too many items, both text and artifacts, photos, were sort of taken from community, and I think it's really important to connect back to community. And, you know, my husband and I had always hoped that as we collect things, eventually we do hope to donate them to appropriate places if we can find the right places for that in a modest way. Toute personne ayant de l'information à ce sujet peut communiquer avec Mme Hennetuck sur Facebook. Un reportage d'Elena McDougall, Nouvelle nationale d'APTN, Hamilton, Ontario. Les équipes sportives des ligues majeures continuent à discuter de l'utilisation de l'imagerie autochtone. Plusieurs équipes en sont en train de changer leur nom et logo pour être plus inclusifs. Pendant ce temps, APTN a reçu l'information d'une plainte concernant le logo d'une équipe de juniors majeurs du Québec. Les Cataractes de Shawinigan avaient déjà un logo avec la tête d'un Indien de profil. Récemment, ils ont changé leur logo en raison de leur 50e anniversaire. La plainte vient d'une personne de la nation Innu. Mais la Ligue de hockey junior majeur de Québec a dit qu'ils ont consulté la nation Atikamekw et qu'ils n'ont pas fait une mention quant au désir que l'équipe change leur image de marque. Un porte-parole pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec a écrit dans un courriel. Ces derniers ont endossé l'équipe de Shawinigan dans leur image de marque. Ils ont toujours cru que si l'utilisation de l'image est faite respectueusement, il n'y avait pas d'enjeu pour les Cataractes d'utiliser cette image. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Régent Nekwado, directeur de la Société de communication Atikamekw-Montagnier, la SOCAM. Restez là. Les radios communautaires Atikamekw et Innu sont grandement écoutées dans les communautés. Nous parlons avec Régent Nekwado, directeur de la SOCAM, qui nous explique comment se sont-ils assurés de transmettre l'information dans un contexte de pandémie. Dès que le Québec a commencé le confinement, les communautés ont utilisé des mesures alternatives pour diffuser l'information essentielle au public. Par exemple, le groupe de travail sur le COVID-19 à Kahnawake parle quotidiennement à la radio. Après des années de silence radio à Kanesatake, leur station de radio a recommencé les bulletins de nouvelles en pleine pandémie. Quoi, Régent Nekwado? Oui, Madame Ambroise. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. SOCAM rejoint les communautés Atikamekw et Innu. Comment le réseau des radios communautaires autochtones a été un acteur actif dans la pandémie pour les communautés? Oui, au début de la pandémie, comme tout le monde, on a été touchés et puis on a continué nos activités. Vous vous souvenez, puis c'est présentement encore le cas, le gouvernement avait décidé, je pourrais dire ainsi, que les services essentiels allaient continuer. Et puis, les médias faisaient partie des services essentiels. Et puis, avec raison, parce qu'avec la pandémie, il fallait bien que les informations arrivent au public et à nos communautés aussi. D'autant plus important pour la SOCAM, parce que nous avons beaucoup d'aînés qui nous écoutent. Ils ne sont pas nécessairement
très à l'aise avec soit le français ou l'anglais. Donc, on a continué à produire nos émissions quotidiennes aux heures normales, comme d'habitude. Puis, ça nous a pas affecté dans ce sens-là. Puis, juste que dans l'organisation ici, ça a pu changer là, les méthodes de travail. Quels moyens avez-vous utilisés pour pouvoir vous assurer de transmettre l'information? Comme je vous l'indiquais dès le début, nous autres, on a décidé de faire du télétravail qu'on appelle. Donc, l'équipe de production composée de 2 journalistes Atikamekw, 2 journalistes Innu, sont restés à la maison. Et puis, il y a le régisseur qui était ici présent, c'est la centrale. Donc, au début, tout le monde avait leur téléphone. C'était le plus simple qu'on avait vu. Le plus simple possible, c'est le téléphone. Fait que, quand il s'agissait de faire des entrevues, le journaliste appelait à la régie, l'invité aussi appelait à la régie, puis c'était à la console ici qu'on les mettait ensemble pour qu'ils puissent discuter. Un peu plus tard, par contre, il y a une des employées qui a amené le système qu'on appelle Comrex. Donc, on peut faire de la diffusion à distance par Internet, puis la qualité sonore est beaucoup plus bonne, et c'est meilleur. Donc, mais il y en a juste une parmi la gang qui utilisait cette technologie-là. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a travaillé. Toute cette organisation-là, est-ce que ça a engendré une augmentation des coûts? Avez-vous reçu des montants de la part du gouvernement? Non, en fait, le programme d'où vient principalement la source de financement de la SOCAM, qui est Radio-Diffusion autochtone du Nord, nous a envoyé des courriels il y a déjà quelques semaines, puis plus récemment aussi. Mais selon leurs critères, on n'est pas éligible à ça. Parce que les autres, ils ont des critères, comme vous me demandez, si ça a engendré des coûts. Ça n'a pas engendré nécessairement des coûts. Donc, je pense qu'ils demandent 25 % si, à cause de la pandémie, ça a engendré des coûts de 25 % au plus par rapport à ce qu'ils nous donnent comme financement. Là, on est éligible. On ne pouvait pas appliquer. Ça a bien été, donc, votre pandémie, vous, comment vous la vivez? Ici à la personnellement, ça a bien été, oui, quand même. C'est sûr que, comme tout le monde, c'est difficile de rester à la maison. Mais on s'est habitué. Et puis, de toute façon, depuis quelques semaines, on peut commencer à sortir un peu. Donc, c'est une bonne chose. Mais l'été arrive à la fin aussi. Tandis que pour la SOCAM, c'est important de le mentionner aussi, je pense, à Mme Ambroise, que la SOCAM, oui, son activité principale est la radiodiffusion. Mais on a aussi un service de traduction simultanée. Puis ce service-là, c'est lors des réunions. Donc, comme on ne pouvait pas se réunir, le gouvernement avait interdit des réunions. Ce service-là, il tourne neutre, là. Donc, c'est ça, ça nous a grandement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Jean Neguado. Merci à vous de m'avoir invité. Yamé. Attaché. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.